Bienvenue en mairie de Saint-Maur pour cette conférence santé. Je voulais d'abord, au nom du maire, l'excuser, parce qu'il est retenu ce soir et il ne peut pas participer à cette réunion, parce qu'il est toujours là d'habitude, mais là il a une obligation. Donc je suis très heureux d'introduire cette conférence en son nom. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir pour cette conférence qui est surtout axée sur la prévention. Je remercie les élus qui sont présents. Donc, j'ai vu Marie-Thérèse de Piquer. Je ne sais pas où elle est. Lève-toi, Marie-Thérèse. Elle est là. Voilà, qui est déléguée donc à la Maison des Seniors. Et donc, je remercie le professeur Claude Soucy, professeur de médecine, donc membre de l'Académie de chirurgie, biologiste médical, qui supervise scientifiquement la qualité de ces conférences, qui est un collègue aussi du conseil municipal. Et vraiment, c'est un plaisir. Et je vous remercie, chers collègues, pour tout le travail que vous effectuez, pour la qualité de ces conférences. Et je vous cède la parole. Très bonne soirée à tous. Bien, merci Jean-Marc. Donc, au nom, Jean-Marc l'a cité, au nom de monsieur Pierre-Michel Delecroix, donc maire de Saint-Maur et du conseil municipal, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à cette conférence qui est intitulée « Devenir acteur de sa santé, l'activité physique régulière comme moyen de prévention ». Alors vous connaissez tous certainement le proverbe « Mieux vaut prévenir que guérir », qui a traversé les siècles, puisqu'on l'a d'abord attribué à Hippocrate, vers 400 ans avant Jésus-Christ, puis au philosophe néerlandais Desiderius Erasmus, vers 1500, et même à l'écrivain français Charles-Joseph Panckoucke, que je ne connaissais pas, en 1749. Il a fait aussi l'objet de nombreux ouvrages, comme celui du docteur Gérard Pacaud en 2003, et même d'autres ouvrages encore. Alors ce principe « mieux vaut prévenir que guérir » est désormais un principe fondamental des stratégies de soins modernes à travers le monde. Et en ce qui nous concerne, la prévention doit représenter une des bases essentielles de notre système de santé. Alors, prévenir les maladies infectieuses par la vaccination et par les gestes barrières, prévenir les cancers, notamment le cancer du sein ou le cancer du côlon, par le dépistage, prévenir les maladies cardiovasculaires par une meilleure alimentation ou par l'activité physique, ce qui est justement le sujet de ce soir. Eh bien, cette conférence qui s'inscrit donc dans le cadre des conférences santé initiées par la ville, avec monsieur le maire, avec monsieur Sylvain Berrios, qui a été également à l'origine, qui est maintenant député du Val-de-Marne, et avec le docteur Jean-Marc Breton, qui a introduit la conférence, qui est conseiller municipal délégué à la santé et également président du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Eh bien, ce soir, cette conférence est organisée en partenariat avec les professionnels de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé, ce qu'on appelle la CPTS, de Saint-Maur et Joinville. Alors, elle sera animée par les représentants de la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire qui se situe rue du Pont de Créteil, à Saint-Maur, que vous devez certainement connaître. Alors, les représentants sont les professeurs Michel Medioni et Émilie Ferrat, qui sont médecins généralistes et professeurs de médecine générale à la faculté de santé de Créteil. Madame Chloé Amar, sage-femme, si elle peut lever la main, voilà, qui est là, qui est également qui fait partie également de cette maison de santé pluridisciplinaire. Les docteurs Renaud, cardiologue à Saint-Maur, qui est là, avenue de la République, ainsi que mesdames Dominique Bourgeois, Emmanuel Forêt, je ne sais pas si elle est là, non? Ah, elle est là, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu, elle était cachée, et Jessie Rodriguez, qui sont kinésithérapeutes à Saint-Maur. Alors je les remercie tous et toutes très vivement pour leur participation, ainsi que Madame Sandra Depolier qui est là à gauche, qui est directrice du CCAS et de l'action sociale à Saint-Maur. Je la remercie pour son aide précieuse dans l'organisation de cette conférence.
Donc je vais maintenant passer la parole au professeur Michel Medioni, qui va nous introduire la suite des événements. Michel. Bonsoir, merci à la mairie de Saint-Maur, au professeur Soucy et au maire de Saint-Maur de nous recevoir pour vous présenter une soirée sur la prévention qui est un sujet qui nous importe beaucoup à tous les professionnels de santé de Saint-Maur et de la CPTS. Et donc on a choisi comme thème aujourd'hui l'activité physique régulière, parce qu'il est prouvé que dans beaucoup de domaines, l'activité physique régulière va améliorer la santé globale. Donc on va dérouler plusieurs... Est-ce que tu peux passer la prochaine diapo? Alors je vais vous dire 2 mots sur la CPTS, je ne vais pas être très long. Donc la CPTS, comme vous l'a dit le professeur Soucy, c'est une communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé. Ça veut dire que c'est une structure qui a été créée ici sur Saint-Maur-Ouest et Joinville en 2020. C'est une association loi 1901 et son but est de réunir l'ensemble des professionnels libéraux, ambulatoires de Saint-Maur et de Joinville, donc les médecins, les infirmières, les kinés, les podologues, les pharmaciens, et le but est de travailler, de se connaître déjà, de travailler en commun pour améliorer la prise en charge des patients sur le territoire de Saint-Maur-Ouest et Joinville. Et donc c'est cette CPTS aujourd'hui qui présente les sujets. Donc il y a plusieurs sujets. Bon, on vous a déjà présenté les différents intervenants. Vont intervenir en premier Madame Amar et Madame Jessie Rodriguez. Elles vont vous parler des intérêts de l'activité physique au cours de la grossesse et dans le postpartum. Nous avons essayé de toucher tous les publics, donc nous avons abordé l'ensemble des âges. Donc je vais leur donner la parole. Merci beaucoup Michel, et merci à tous et toutes d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Alors, certes, ce diaporama ne vous concerne peut-être pas dans l'ensemble directement, mais je suis sûre que vous connaissez tous et toutes dans votre entourage une femme enceinte, un couple qui attend un bébé, un couple qui a déjà peut-être accouché. Et donc, ça serait intéressant de transmettre ces informations à ces personnes-là. Voilà. Donc, nous allons vous parler d'activité physique adaptée régulière pendant la grossesse et le postpartum. Rapidement, on va vous exposer pourquoi on pourrait faire ça, quelques recommandations scientifiques en la matière, les contre-indications et les signes d'alerte qui doivent nous mettre sur la voie de consulter quelqu'un, les sports qu'on peut pratiquer pendant la grossesse et après la naissance, et auprès de qui s'adresser pour pouvoir mener tout ça à bien. Voilà. L'activité physique adaptée et régulière, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique chez la femme enceinte, en postpartum aussi, après la naissance. Vous avez plein de petites bulles qui permettent de vous représenter tous les aspects bénéfiques au niveau du corps. Donc ça peut être au niveau de la limitation de prise de poids, de la régulation de la masse graisseuse, la régulation métabolique qui peut intervenir dans la protection vis-à-vis du diabète, de l'obésité, du surpoids. On a évidemment tout un travail, tout le sport va aider en fait le corps à bien fonctionner du point de vue du cœur, des poumons, au niveau du retour veineux. On va limiter le risque de phlébite, on va limiter le risque de beaucoup de pathologies, et puis des pathologies un peu moins graves, mais tout aussi embêtantes, comme les problèmes de constipation. Par exemple, les troubles de sommeil. Évidemment, ça va avoir un impact sur le périnée. Alors, le périnée bien aimé que personne ne connaît, je laisserai ça aux questions tout à l'heure, mais en tout cas, le périnée, c'est quelque chose qui est très important chez tous. Et chez les femmes, il est particulièrement malmené, donc le fait de faire du sport, ça vient aussi le protéger. Évidemment, le fait de faire du sport, ça va... faire de la régulation hormonale, c'est particulièrement important pendant la grossesse, donc on sait que ça va avoir un impact sur le psychisme, limitation de l'anxiété, la dépression, favorisation du lien entre la mère et l'enfant. Et puis, peut-être que vous ne le savez pas, mais faire du sport pendant la grossesse, ça vient diminuer le risque de gros bébés, ça vient diminuer le risque de pathologie obstétricale, et ça vient, figurez-vous, raccourcir le temps du travail et de l'accouchement.
Et ça, je sais que c'est une grosse préoccupation pour beaucoup de patientes. Évidemment, un rôle aussi dans la locomotion, dans le fait de se mouvoir, puisque le centre de gravité est déplacé pendant la grossesse. Et ça crée pas mal de douleurs, notamment au niveau du bassin, mais pas que. Donc voilà, le sport est extrêmement bénéfique pour tout ça. Je passe le micro à Jessie. Bonsoir à tous, enchantée. Alors, du coup, au niveau des recommandations sur l'activité physique adaptée pendant la grossesse, beaucoup d'organisations en parlent, en l'occurrence l'OMS. De base, il faut penser que, quelle que soit notre condition, enceinte ou non, il faut lutter contre la sédentarité. Et les recos, c'est bouger ses fesses au moins 1 minute toutes les 30 minutes. Au moins une fois toutes les 30 minutes, 1 minute toutes les 30 minutes. Pour pas non plus rester assis pendant de plombes et essayer de ne pas passer nos journées assis dans le canapé en passant moins de 7 heures par jour à ne rien faire. Je ne compte pas le dodo, hein, évidemment. Du coup, l'activité physique idéale serait donc l'activité physique adaptée et régulière. Cette activité physique, elle va inclure différents types d'activités physiques. On va avoir l'activité physique standard, donc ce que vous faites tous les jours. Le jardinage, le ménage, aller faire les courses, tout ça, ça fait partie quand même de l'activité physique. Et donc, il faudra en tenir compte. Et après, il y a l'activité d'endurance, la marche, la natation, le vélo, que ce soit pour aller au travail ou que ce soit pour le plaisir. Et tout ce que vous allez faire en sport annexe, du coup en complément, comme du renforcement musculaire que vous allez retrouver dans du sport de renfort musculaire, par exemple, mais surtout dans le yoga et le pilate qu'on vous détaillera juste après. Ensuite, du coup, il faut savoir que toute femme enceinte se doit d'être physiquement active. Elle ne peut pas être sédentaire. C'est comme vous l'a dit Chloé, elle vous a détaillé tous les bénéfices que peut apporter l'activité physique adaptée. Et les recos, c'est 150 minutes par semaine, divisées idéalement en 3 sessions. 3 sessions donc, qui seront de 30 à 45 minutes et qu'on augmentera par palier. On commencera d'abord à 15 minutes, puis on augmentera de 2 minutes le palier de 2 minutes chaque semaine. Il ne faudra évidemment pas présenter de contre-indications, on vous les détaillera juste après. Et du coup, les contre-indications, il y en aura 2 types. Les contre-indications absolues, donc interdiction. On ne fera pas de sport à ce moment-là. Et les contre-indications relatives qui seront du coup sous accord du médecin qui dira tel sport oui, tel sport non, et sur telle quantité, tel volume. Et voilà. Ensuite, il va y avoir différents paramètres à tenir en compte pour cette activité physique. Le temps, la durée, le volume, on en a parlé, 150 minutes, à raison de 3 fois par semaine. L'objectif sera donc des entraînements de 30 à 45 minutes, mais surtout à une fréquence cardiaque ciblée. La fréquence cardiaque maximum quand on fait du sport, quelle que soit notre condition physique, ça va être 220 moins notre âge. Et si on est enceinte, la fréquence cardiaque cible qu'on viendra viser sera d'environ 50 à 70% de cette fréquence cardiaque maximale. Donc moi, 220, si j'étais enceinte, j'ai bientôt 40 ans, 220 moins 40, 180, et 70% de ça fait 120 et quelques pulsations par minute. Autant vous dire que je suis pas bien, même là, actuellement. Ensuite, donc, cette intensité de pratique de sport doit être faible à modérée. Comment on va la mesurer ? On va la mesurer avec un test de parole, c'est-à-dire que la dame enceinte, elle doit faire son sport, mais elle doit être capable de parler et de ne pas s'essouffler, à ne pas pouvoir aligner, si, elle pourra aligner 2 mots, mais plus que 2 mots lorsqu'elle fait son effort. C'est ce qu'il faudra tenir en compte. D'autres choses à dire, est-ce qu'il faudra tenir en compte certaines données corporelles, en l'occurrence l'hyperlaxité ligamentaire, parce qu'à partir du 4e mois et demi de grossesse, la relaxine, qui est une hormone qui se libère, va, on va dire, assouplir les tissus pour être la plus souple pour accoucher sereinement, facilement et sans dégâts le jour J. Et cette relaxine va générer une hyperlaxité ligamentaire. Donc on fera attention à ça en fonction du sport qu'on va faire, parce qu'on va être plus prédisposé à faire des entorses facilement lorsque l'on est enceinte. On tiendra...
On aura d'autres choses à voir importantes aussi, c'est-à-dire un apport hydrique nécessaire à l'hydratation de cette dame qui va faire du sport, mais aussi il faut boire de l'eau parce que tout ça, ça vient alimenter votre liquide amniotique. On adoptera aussi les apports caloriques avec des encas en l'occurrence, et on fera attention à son périnée. Encore toujours le même, celui qu'on aime tant. Et autre détail aussi à tenir en compte, c'est que pour les sports et l'activité physique, mais pas que, la femme enceinte à partir de 20 semaines d'aménorrhée va moins bien apprécier la position sur le dos. Donc en l'occurrence, tout ce qui va être renfort musculaire et dans les exercices de yoga, pilates où on sera allongé, on va soit incliner un petit peu, soit adapter pour que la dame ne soit pas sur le dos, parce que par compression vasculaire, elle risquerait de ne pas se sentir très bien et de faire un petit malaise vagal. Et du coup, c'est tout pour cette diapo. Je vous rassure, je ne vais pas vous lire ça. Hein. C'est pour que vous compreniez qu'il y a quelques contre-indications médicales. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, quand on regarde. Il y a quelques contre-indications absolues qui sont essentiellement des pathologies antérieures ou en cours pendant la grossesse. Et les pathologies modérées des affections qui sont assez légères ou modérées, finalement, ne contre-indiquent pas tant que ça le sport. Il faut simplement avoir un avis médical, sage-femme, médecin, pour pouvoir être sûr que ça ne posera pas de problème et qu'il n'y aura pas de risque ni pour la mère ni pour l'enfant. J'insisterai particulièrement sur les contre-indications environnementales pour faire le relais avec ce qu'a dit Jessie. Il y a quelques petites choses quand même auxquelles il faut penser. C'est plutôt ça que je pense que vous devriez retenir. C'est le fait d'être en altitude, le fait de manquer d'oxygène d'une manière générale. Il faut faire attention à ça. C'est d'autant plus compliqué si on fait du sport et qu'on a besoin d'un apport d'oxygène un peu plus important. Donc je reviens pas sur la position allongée sur le dos. On a l'hyperbare, donc ça c'est en gros les profondeurs. C'est pour ça que la plongée est contre-indiquée pendant la grossesse. Évidemment, tous les sports à risque de chute, de choc, parce que risque d'accouchement prématuré, de complications, saignements, etc. Tout ce qui est défaut de gainage, en fait, on est beaucoup à ne pas savoir gainer correctement. Il y a beaucoup de discours autour du gainage, du fitness, etc. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on ne protège pas exactement correctement nos muscles. Donc, voilà. Et le climat chaud et humide peut occasionner des malaises, de la fièvre, du stress. Donc, on fait attention à ça. C'est bon. Les signes d'alerte, très rapidement aussi, l'essoufflement excessif, la fatigue, douleur, sensation d'oppression, ça c'est même hors grossesse. Contraction utérine, ça pour le coup c'est la grossesse. Saignement vaginal, fuite de liquide amniotique, les vertiges et malaises, les maux de tête, les signes de phlébite au niveau des jambes, les faiblesses musculaires qui perturbent l'équilibre, évidemment tout changement inhabituel, toute chose inhabituelle par rapport à son corps qu'on connaît. Et donc un petit appel auprès de sa sage-femme, de son médecin généraliste ou de la maternité et de rigueur pour s'assurer que tout va bien. Je passe le relais à Jessie. Du coup, pendant la grossesse, le sport, c'est du début jusqu'à la fin. Il faudra tenir en compte qu'une dame sédentaire avant la grossesse ne deviendra pas une grande sportive et que toute femme qui sera sportive de haut niveau pourra maintenir un bon niveau de sport et aller jusqu'à 4 à 5 entraînements, comme on a dit tout à l'heure. De toute façon, tant qu'on y va progressivement, ça ira. Donc vous verrez, il y a plusieurs types de sports qu'on vous détaillera juste après. On a parlé de l'impact au niveau des sports. On commencera potentiellement plus par des sports doux et on insistera plus à orienter les dames qui ne sont pas sportives de base vers des sports doux. Et on adaptera les autres sports pour les autres femmes. On a parlé de l'impact, du risque de chute. Donc du coup, on va passer sur les exemples de sport. Ah non. Un petit point aussi sur le postpartum. Là, on était sur la grossesse. En postpartum, évidemment, c'est ce que Jessie vous disait, on va essayer de diminuer le temps de sédentarité, de mettre en place une activité physique régulière et adaptée pour permettre à la femme de se réapproprier son corps et de pouvoir bénéficier de tous les bénéfices du coup de l'activité physique adaptée et régulière. On vous a fait un petit diagramme de temps avec l'accouchement, avec les différentes étapes, la consultation postnatale, la reprise progressive et fractionnée du sport,
Donc, en gros, c'est exactement ce que Jessie vient de dire, c'est qu'on va commencer par quelque chose d'assez doux. On va pas attendre forcément pour pouvoir reprendre des sports, on va dire de la vie quotidienne, on va dire plutôt de l'activité physique quotidienne. Par contre, effectivement, à partir du moment où il y a un examen qui est fait par une sage-femme ou un médecin, il y aura de l'activité physique régulière, douce, qui sera proposée, du style yoga, pilates, natation, marche rapide, etc., en complément d'une rééducation périnéo-abdominale, ça c'est extrêmement important. Et puis, progressivement, dès qu'on se sent un peu, dès qu'on se sent un peu mieux renforcé, un peu plus mieux protégé, on va pouvoir reprendre d'autres sports, donc les sports qu'on avait un peu mis de côté pendant la grossesse, les sports à risque de choc, de chute, impact, les ports de charge lourde, les positions allongées, et puis même, pourquoi pas, des compétitions et des activités intenses pour les patientes qui le souhaitent, avec toujours une rééducation périnéale adaptée. Ça, c'est très important. On vous embête beaucoup avec le périnée, mais c'est utile dès cet âge-là et tout au long de la vie. Quelques exemples de sports, en l'occurrence les sports dans l'eau, la balnéo, la natation, l'aquagym. La balnéo, ça pourrait être en cure aussi, peu importe. Donc on va améliorer la capacité respiratoire par le travail d'endurance dans l'eau. On va travailler en apesanteur, donc la dame va se sentir tout de suite plus légère avec ce bidou qui pousse et qui prend de la place. Tout ce qui va être course, sport et nage, du coup, lui sera bénéfique. Les assouplissements vont être facilités par l'eau et on aura un renforcement généré par la résistance de nos mouvements dans l'eau. Il y aura aussi le yoga. Le yoga, on va travailler avec une respiration avec fermeture de glotte, donc une expiration freinée, où on va engager ainsi le transverse abdominal, en l'occurrence vos abdos, pas les tablettes de chocolat, mais l'autre, le profond, celui qui va stabiliser au niveau lombo-pelvien et qui va travailler en synergie, toujours avec le même, le périnée. Et Pilates, pareil, on travaille sur un engagement du périnée initial au début de chaque mouvement. Je radote, je sais, mais c'est le périnée, c'est mon dada. Et donc les mobilisations du bassin aussi en Pilates, le travail de la respiration, la correction de la cambrure qui va être, comme l'a dit Chloé tout à l'heure, accentuée par le centre de gravité du coup qui change de position parce que bébé tire en avant et forcément la dame sera d'autant plus cambrée. Et du coup, ça va nous permettre aussi d'améliorer les nausées et de travailler sur les changements hormonaux de libération de relaxine. On va renforcer au niveau proprioceptif pour éviter pallier à cette prédisposition aux entorses et aussi améliorer tout ce qui va être les troubles digestifs générés par la progestérone. Et le vélo, on voit un vélo d'appartement parce que quand on dit vélo, pareil, c'est un sport avec risque de chute. On peut quand même faire du vélo en faisant attention de ne pas se faire renverser, évidemment, et on évite le vélo VTT pour aller faire une rando dans la forêt de Marolles, par exemple. Et du coup, c'est tout. Il nous reste peu de temps. Je reviendrai juste sur un instant sur la diapo d'avant, parce que celle-là, on va passer rapidement. S'il te plaît, Michel, merci. Donc, pour la marche active, la course à pied, le fitness, la musculation et la danse, le message est toujours le même. On va faire attention au bon gainage, on va faire attention à l'impact. On va essayer, dans la mesure du possible, de faire attention à l'hyperlaxité ligamentaire qui peut occasionner, comme a dit Jessie tout à l'heure, un risque de cheville, d'entorse de cheville un peu plus important. Évidemment, tous ces sports-là ont des bénéfices sur la mobilité, sur les douleurs, sur l'équilibre, notamment avec la danse, sur la posture, bien évidemment aussi, la souplesse aussi. Donc, c'est des sports qui sont absolument compatibles avec la grossesse, contrairement à ce qu'on entend souvent. On dit il faut arrêter de courir, on peut pas porter des poids quand on est enceinte, on peut plus danser. C'est totalement faux. On peut tout faire, mais il faut absolument adapter et être conseillé correctement. Voilà, et écoutez, au-delà du côté renforcement, il y a aussi évidemment tout un volet cardio qui est très important dans ces sports-là. Et puis je rajouterais que la danse, il y a aussi une stimulation une créativité artistique aussi qui peut être très bénéfique sur le moral. Voilà. Alors, les praticiens auprès de qui on peut s'adresser, vous avez la sage-femme, le médecin traitant, le gynéco, donc le professionnel de santé qui suit la grossesse. Vous avez évidemment le kiné, qui est le professionnel de santé absolument spécialisé dans le mouvement et qui peut vous conseiller correctement. Vous avez l'hôpital, évidemment, avec la maternité de référence, quand la femme accouche à la maternité. Et puis, vous avez d'autres intervenants, comme des enseignants en activité physique adaptée et des coachs sportifs.
Non, c'est bon. Là, ça c'est juste pour aller un peu plus loin, on peut passer. Et donc, À le petit message à ramener à la maison, c'est l'activité physique, c'est tout le temps et de façon adaptée. Sans oublier votre périnée, et à tout âge, et pas que pour les dames. Messieurs, ce message s'adresse aussi à vous. Merci beaucoup de votre attention. Donc bonsoir à tous. On va aborder avec Emmanuel l'activité physique dans la prévention des cancers. Donc moi je suis Émilie Ferrat, je suis médecin généraliste sur Saint-Maur. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'on définit l'activité physique? Pour être très bref, c'est un mouvement corporel qui est produit par les muscles squelettiques et qui va entraîner une dépense d'énergie qui est supérieure à celle qu'on obtient au repos. Donc ça va inclure le sport, mais pas que, les activités quotidiennes, les exercices. Alors, cancer et manque d'activité physique, on commence à avoir quelques données, puisqu'on sait qu'un certain nombre de cancers sont expliqués par la sédentarité. C'est le cas de 3000 cas par an en France, qui est quand même un chiffre important. Cela représente 18% chez l'homme et 20% chez la femme pour le cancer du côlon, 21% pour le cancer du sein, 26% pour le cancer de l'endomètre et 21% pour le cancer du poumon, ce qui sont des chiffres qui sont déjà considérables. L'activité physique, on verra un bénéfice net et important qu'on vous présentera. Et donc la prévention primaire revêt un enjeu important puisqu'elle va permettre d'éviter l'apparition de la maladie. Alors, quels sont les rôles de l'activité physique dans la prévention des cancers? Tout d'abord, l'activité physique permet de prévenir le surpoids et l'obésité. Or, on sait que l'obésité est un facteur de risque important de plusieurs cancers. C'est notamment le cas du cancer du côlon, de l'endomètre et du sein. Par ailleurs, l'activité physique régulière intervient dans la régulation hormonale comme les facteurs de croissance, l'insuline, l'adiponectine dans les cellules graisseuses qui vont intervenir dans le développement des cellules tumorales. L'activité physique permet de stimuler le système immunitaire et donc de combattre mieux le cancer. Et enfin, l'activité physique améliore le transit intestinal et accélère, ce qui va éviter l'exposition aux agents cancéreux. Donc, on va vous présenter les bénéfices avant un cancer et ensuite on vous présentera les bénéfices après un cancer. Alors, les études scientifiques vont toutes dans le même sens, puisqu'on sait que l'activité physique régulière réduit la mortalité, toutes causes confondues, donc pas que le cancer. Ça réduit toute cause de mortalité de 28 à 37%, ce qui est une baisse considérable pour un comportement de prévention primaire. Elle permet aussi de réduire le risque de développer un cancer entre 12 et 25% pour les localisations suivantes, le côlon, l'endomètre, l'œsophage, le poumon, le rein, et je vous montrerai un petit schéma tout à l'heure pour mieux éclairer ces chiffres. Et donc, en moyenne, on peut attendre une baisse, grâce à l'activité physique, de réduire en moyenne de 18% son risque de développer un cancer. Donc voilà un petit schéma. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de diminution de risque? Donc une activité physique régulière réduit le risque de 10 à 20% de développer un cancer de la prostate, de 20 à 30% de développer un cancer du sein, de 20 à 30% pour le poumon, 30 à 40% pour le côlon et 20 à 30% pour l'endomètre. Donc, quels sont les bénéfices que l'on peut attendre après un cancer? C'est-à-dire une fois qu'on a un diagnostic de cancer qui a été posé. Et bien là encore, on a des bénéfices qui sont nets, puisque en fait, la pratique de l'activité physique va permettre de réduire de 24% le risque de récidive d'un cancer du sein, ce qui est quand même une donnée importante, et ces données sont tout à fait solides, et également de 28% le risque de décès par cancer, donc ce qui est quand même une donnée intéressante. On réduit également le risque de décès de 39% après un cancer colorectal et de 44% pour le poumon. Donc le message, c'est que l'activité physique après le diagnostic de cancer réduit le risque de récidive, mais aussi réduit le risque de décéder de ce cancer.
Et enfin, ce schéma qui est un petit peu difficile à lire, la donnée importante à retenir, c'est que même si on ne faisait pas d'activité avant le diagnostic de ce cancer, eh ben, le fait de débuter une activité pour la première fois après un cancer va avoir un impact tout à fait bénéfique après le diagnostic. Donc il n'y a pas de moment pour débuter une activité physique. Si vous n'en aviez pas fait avant, vous aurez quand même un bénéfice après le diagnostic du cancer si vous en avez pratiqué une. Et enfin, pour terminer, donc il y a d'autres bénéfices que l'on peut attendre de l'activité physique régulière, puisque l'activité physique va permettre de réduire le déconditionnement physique à l'effort, notamment l'essoufflement, la perte de la masse musculaire, et d'améliorer la composition corporelle. Elle va permettre d'améliorer la qualité de vie. Elle va permettre également, Michel, d'améliorer la douleur, les effets indésirables des traitements, notamment liés à la chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, de réduire la fatigue et les troubles anxio-dépressifs. Donc tout un pan important pour mettre en lumière les bénéfices de l'activité physique. Et maintenant, je vais passer la parole à Emmanuel, kinésithérapeute, qui va nous expliquer comment faire en pratique pour obtenir ces effets. Merci beaucoup. Alors en fait, on a parlé d'activité. Moi, je me suis intéressée à comment est-ce qu'on pouvait mesurer l'activité, parce qu'on vous dit, faut faire ci, faut faire ça. On a tous nos montres qui nous donnent des informations. Donc, je me suis basée sur un tableau. Alors, en fait, je dirais que pour la prévention du cancer, le tableau commence ici. D'accord ? Donc, on mesure l'activité physique avec une unité, comme les calories ou choses comme ça, qui s'appelle le MET. Le MET, c'est la dépense énergétique. Quand on est assis, on dépense 1 mètre. Bon, et c'est bien gentil, mais vous allez me dire, et moi, comment je sais comment je dépense quand je marche ? Alors, grosso modo, j'ai essayé de faire un tableau qui représente la respiration et les battements du cœur. Donc, quand vous êtes dans une activité modérée, quand on marche tranquillement, on peut parler avec sa voisine et on a une fréquence cardiaque qui est entre 50 et 70% de la fréquence cardiaque maximum. Quand Federer il fait son match de tennis, lui, il est dans une activité très élevée. Il ne parle pas. Il râle après l'arbitre, mais à la pause. Et il est à entre 85 et 95% de sa fréquence cardiaque. On peut passer à la suite. Voilà. Donc là, en fait, il y a 4 types d'activités physiques. Je dis bien activités physiques, pas sport. Il y a des activités physiques de renforcement musculaire, des activités d'équilibre, des activités d'endurance et des activités de souplesse. Quand vous faites votre lit le matin, vous faites une activité physique. Et oui, quand on fait nos carreaux, on fait aussi une activité physique. Donc tout ça, c'est compté dans ce qu'on vous a dit quand on vous dit 30 minutes d'activité physique par jour modérée. Pour ça, j'ai comparé... Alors, monter les escaliers, c'est une dépense de 5. Et faire du vélo type sportif. C'est une dépense de 5 aussi. Donc, quand je monte les escaliers, encore une fois, Michel, voilà, quand je monte les escaliers, si je montais les escaliers pendant 30 minutes, ça serait équivalent à faire 30 minutes de vélo à fond. Pareil, voilà, si je passe l'aspirateur, c'est une dépense de 3 mètres, c'est équivalent à la marche, aussi 3 mètres. Voilà, donc 30 minutes de marche, c'est 30 minutes d'aspirateur. On est toujours sur notre base de 150 minutes par semaine. Encore une fois et encore une fois. Hop, voilà. Donc les recommandations de l'OMS en termes de mètres. Moi là, je vais vous parler. Donc c'est 600 à 1200 mètres par semaine. Ces effets sur le cancer, ils sont à dose-réponse. C'est-à-dire que plus vous êtes actif, plus vous vous protégez. Et voilà. Donc c'est intéressant parce que même si vous avez une activité qui est faible, la protection, elle existe tout de suite. Si vous avez une activité qui est très importante, vous êtes plus protégé. Encore. Donc 150 minutes par semaine d'activité modérée ou 75 minutes d'activité intense. D'accord ? Encore un coup. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que la sédentarité, c'est un facteur de risque du cancer. Et l'activité, c'est un facteur de prévention de ce cancer. Encore un coup. Donc l'intérêt, c'est d'intégrer les activités physiques à votre quotidien.
On ne vous demande pas de devenir des sportifs de haut niveau, c'est juste de vous dire, dans mon quotidien, je vais intégrer, je vais plutôt essayer de prendre les escaliers que l'ascenseur, plutôt aller prendre mon bus à pied plutôt que de me faire transporter par quelqu'un. Voilà, l'idée c'est, dès que je peux faire quelque chose, je le fais. Voilà. Donc on a vu qu'il y avait 4 types d'activités, donc pareil, diversifier les exercices, faire un peu de souplesse en faisant du yoga ou du pilate, faire un peu de renforcement musculaire en portant son pack d'eau, tout ça c'est une activité physique. Voilà, ok, on adapte, on se doute bien. Alors, j'ai essayé, ça c'est un énorme tableau qui peut être intéressant, on vous le donnera si vous voulez. J'ai essayé de me dire, oui mais les gens vont me dire 30 minutes de marche par jour, mais moi je ne peux pas marcher 30 minutes de marche. Qu'est-ce que je peux faire pour remplacer ces 30 minutes de marche? Encore un coup, voilà. Donc, si on fait 15 minutes de marche, ce qui est normalement raisonnable, en allant chercher son pain, machin, on revient, on peut faire 15 minutes. Si à la place de prendre l'ascenseur, je prends les escaliers, 5 minutes, et puis je fais 15 minutes de ménage, ça, c'est l'équivalent de vos 30 minutes de marche quotidienne. Si en plus le week-end, vous accentuez, vous pouvez aller nager, vous pouvez aller faire des balades plus longues, des balades plus escarpées, ou un cours, ou des choses comme ça, hop, et là on arrive sur une dépense à presque 1000 mètres par semaine. Donc on est largement au-dessus de ce que nous préconise l'OMS. Et là, on arrive vraiment sur un vrai taux de prévention. Donc les contre-indications, alors en soi, les contre-indications qui existent, c'est des contre-indications qui vont être le plus souvent temporaires. On n'est pas enceinte toute notre vie. Voilà. Donc les vraies contre-indications, j'ai mis les pathologies cardiaques et pulmonaires non contrôlées. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait de l'hypertension, par exemple, s'il n'a pas de traitement, c'est pas forcément une super idée qu'il aille faire de l'activité physique sans en parler à son cardiologue ou à son médecin. Parce que quand on fait une activité physique, la tension, elle monte. Donc déjà, si vous êtes en hypertension, c'est pas top. Après, le reste, c'est beaucoup plus des adaptations. Quand on a de l'arthrose, on évite les activités avec des chocs. Quand on est obèse, c'est pareil. On évite de se mettre trop on privilégie le vélo à la course. Enfin, vous voyez, voilà, c'est plutôt des précautions que des interdictions, à part pour tout ce qui est cardiaque et pulmonaire quand c'est pas soigné. Voilà, vous lancez pas demain matin à vous dire je vais aller marcher sur les bords de Marne pendant 30 minutes s'ils l'ont dit. Demandez avant si tout va bien pour pouvoir le faire. Donc ce qu'il faut retenir, Émilie vous l'a dit, donc en France, il y a 3000 cas de cancer qui sont dus à l'inactivité, à la sédentarité par an, c'est énorme. Et on différencie bien, donc l'inactivité c'est la sédentarité et l'activité physique c'est toutes les activités que vous faites pas assises. C'est-à-dire le Scrabble n'est pas une activité physique. Donc là-dessus, donc, comme Émilie l'a dit, il y a quand même des niveaux de preuve très convaincants que l'activité physique ça protège de cancer. Le côlon en particulier, il n'y a pas sur le schéma, mais le poumon aussi. Alors, pour le poumon, plus l'activité physique elle est importante, plus vous êtes protégé. On a regardé, on a même vérifié les chiffres toutes les deux, parce que quelqu'un qui ferait une activité physique à 12 mètres, donc il y va, par rapport à quelqu'un qui fait une activité physique à 6 mètres, il est protégé 77% de risque de moins de développer un cancer du poumon. C'est pas mal. Or, en France, on se rend compte qu'il y a à peu près 30% de la population qui est sédentaire. C'est dommage, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Donc, du coup, on a les recommandations. Je veux bien encore un clic. Voilà, encore. Donc, on récapitule. Donc, au moins 20 minutes d'activité par jour. Essayez de se bouger toutes les 2 heures. Aussi, essayer de mettre en place une activité de renforcement musculaire ou d'assouplissement ou d'équilibre dans la semaine. Et enfin, alors en dehors du travail, limiter le temps assis. Alors là, j'avais mis limiter les écrans, mais c'est quand vous êtes assis à votre table, toutes les 2 heures, allez, tour de la table, on s'en fiche si ça fait, mais au moins vous vous êtes bougé. Plus vous restez assis et sans rien faire, plus vous vous ankylosez, et plus c'est dur de repartir derrière.
Voilà, merci de nous avoir écoutés. Bonjour, je vais vous parler de la prévention cardiovasculaire. Je suis cardiologue, donc je travaille dans un cabinet libéral et je m'occupe aussi de patients qui sortent de pathologies chirurgicales comme des remplacements valvulaires, des pontages ou qui ont fait un infarctus récemment. Donc chez ces patients-là, quand ils arrivent dans un centre de rééducation cardiaque, le lendemain on les met sur un vélo alors qu'ils ont fait un infarctus 3 jours avant. Donc ça a rebattu un peu les cartes de ce qu'on pensait de la maladie cardiaque. Donc il n'y a pas forcément de contre-indication à faire de l'activité physique quand on est cardiaque, entre guillemets. Voilà. Donc l'activité physique est effectivement bénéfique pour votre cœur et vos artères. Et comme l'ont dit mes collègues précédemment, la sédentarité est un des principaux facteurs de risque pour plein de pathologies, mais notamment également les pathologies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires liées à des dépôts d'athérome, donc c'est-à-dire que quand on a des dépôts dans les artères, c'est des plaques d'athérome. Je pense que vous avez déjà été mis au courant de ces pathologies liées aux dépôts de plaques d'athérome dans les artères, sont la première cause de décès dans les pays développés. Donc là, je vais vous parler des facteurs de risque cardiovasculaire. Qu'est-ce que sont les facteurs de risque cardiovasculaire? Les facteurs de risque cardiovasculaire sont les états préliminaires à la survenue d'une maladie des artères coronaires. C'est-à-dire que c'est le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, ce qu'on appelle le diabète de la maturité ou le diabète gras du sujet âgé, l'hypercholestérolémie, le surpoids et les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires. Donc ces facteurs de risque cardiovasculaire, c'est ce que nous, on va rechercher quand vous venez nous voir en consultation pour pouvoir estimer votre risque de faire une maladie cardiaque. Alors, les effets de l'exercice physique régulier sur justement ces facteurs de risque cardiovasculaire, puisque l'idée c'est de réduire les facteurs de risque cardiovasculaire pour éviter que vous évoluiez vers une maladie cardiaque par obstruction des artères coronaires. Donc l'exercice physique régulier va diminuer la tension artérielle en préservant la souplesse des artères, va favoriser l'utilisation du sucre par les muscles. Plus vous allez marcher, plus vous allez capter le muscle, vous allez capter le sucre qui est dans le sang. Par exemple, quand on reçoit des patients diabétiques en centre de rééducation cardiaque et qu'on commence à leur faire de l'activité physique, on est obligé très souvent de diminuer l'insuline pour pas qu'ils fassent d'hypoglycémie, parce qu'on traite ne serait-ce que uniquement que par la marche, une demi-heure de marche et une demi-heure de vélo tous les jours, on diminue énormément le niveau de la glycémie, du sucre dans le sang. Donc la diminution du sucre dans le sang entraîne une diminution du risque de diabète, et c'est beaucoup mieux de traiter le diabète et la glycémie haute par l'activité physique que par les médicaments. Moins vous prenez de médicaments, plus vous épargnez votre foie, votre rein. Donc plus vous allez faire de l'activité physique régulière, plus vous allez diminuer le poids, d'autant plus qu'il y a un régime associé. Donc la diminution du poids va dans le même sens que la diminution de la tension artérielle. Ça préserve l'état de vos artères. L'activité physique régulière va améliorer la qualité du sommeil, va diminuer le stress et va permettre de lutter contre la dépression et l'anxiété. Il faut savoir qu'un patient qui vient de faire un infarctus ou qui sort d'un triple pontage, il a un niveau de stress au maximum. En général, il peut avoir fait son infarctus, les soins intensifs, l'AREA, et il se retrouve en post-infarctus, on ne lui a rien expliqué, il n'a rien compris, et s'il rentre chez lui tout de suite, il recommence à fumer, ou il ne prend pas forcément le bon traitement pour la tension. Bon, il y a beaucoup de choses à adapter, et ce niveau de stress est important à prendre en compte pour bien s'occuper du patient. Alors, quelle est l'activité physique? Alors, donc, comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'une maladie cardiaque, on propose aux gens en centre de rééducation, enfin on leur propose pas, mais on leur fait faire après un test d'effort et une échographie pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. On leur fait faire tous les jours une demi-heure de marche avec les kinés quand il n'y a pas de problème d'arthrose de genoux ou des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. On leur fait faire du vélo d'appartement une demi-heure,
quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie. Il y a très très peu de patients qui ne peuvent pas monter sur un vélo. Et je peux vous dire que même des patients très âgés, ils montent sur un vélo très bien. Et sur un vélo, en général, ils ne peuvent pas tomber. Ça ne bouge pas. Et donc, c'est assez facile de leur faire du vélo. Et sinon, de la gymnastique, encadrée par une équipe de kinés et d'APA. C'est de la gymnastique en fonction du niveau du patient. S'il a des troubles de l'équilibre, c'est de la gymnastique assis. Ou sinon, de la gymnastique debout, adaptée à la pathologie de nos patients. Donc, pour tous les patients tout venant que vous êtes, c'est-à-dire pas forcément des gens malades du cœur, on vous conseille de faire 30 minutes par jour d'activité physique. Je ne vais pas revenir, mais Emmanuel l'a bien détaillé, que ce soit de l'activité de ménage, monter les escaliers, descendre, aller chercher le pain. Plus vous allez bouger, plus vous allez préserver vos artères. Attends, je n'ai pas fini. Reviens en arrière, Michel, merci. Donc la plus simple activité physique, c'est pour quelqu'un qui travaille, c'est descendre une station de métro plus tôt ou 2 stations de métro plus tôt. Au début, ça va peut-être paraître difficile parce que ça va vous faire 1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Il faut bien savoir que quand on reprend une activité physique, il y a toujours un certain degré de désadaptation à l'effort, c'est-à-dire que vos muscles n'étaient pas entraînés. Il ne faut pas vouloir tout de suite être performant. On ne vous demande pas de la performance, on vous demande de remettre en route l'organisme. Et donc, la désadaptation à l'effort, c'est ce qui nous guette tous quand on n'est pas assez actif. Donc, vous allez être un peu essoufflé au départ, vous aurez quelques courbatures, mais progressivement, si vous avez une progression dans votre activité, dans votre reprise d'activité physique, vous allez vous sentir mieux. Vous pouvez utiliser, si vous avez un téléphone portable, l'application de nombre de pas. Il ne faut pas avoir une application il ne faut pas avoir un téléphone particulièrement sophistiqué, et regardez le nombre de pas que vous faites. Je ne peux pas vous donner un nombre de pas pour chaque personne, mais quelqu'un qui ne marche jamais, il va d'abord se mettre 1000 pas par jour. Quelqu'un qui a une bonne activité, il faut qu'il fasse 5000 pas par jour. Regardez l'activité que vous faites, et c'est assez motivant de dire « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai fait 1000 pas, demain j'essaye 1200 pas ». Voilà, c'est rigolo et c'est un peu motivant. Alors on s'est aperçu que, comme vous le savez tous, on en parle beaucoup dans les médias, les enfants restent beaucoup trop devant les écrans. Bon, mais on a toujours dit ça. Avant, il y avait la télé, maintenant, il y a les écrans. Je crois que ça s'est aggravé au niveau de la sédentarité pour les enfants. En tout cas, l'OMS demande 60 minutes d'activité par jour pour les enfants. Un enfant, quand c'est dans la cour de récréation, ça court pendant un quart d'heure, 2 fois dans la journée. Et il y a aussi la cour de la cantine. Donc, normalement, il devrait vraiment faire ces 60 minutes par jour. Donc pour nous, kidam, qui ne sommes pas forcément malades, qui voulons faire de la prévention, ce qui est important, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il faut que tous les jours, vous vous disiez, tiens, combien j'ai fait ? Il est 6 heures du soir, j'ai fait que 3000 pas, il me reste 1 heure avant de manger, je vais faire le tour du pâté de maison. On a tous plus ou moins pris l'habitude au moment du Covid, mais continuez cette habitude parce que c'est hyper important au niveau de la prévention de plein de pathologies. Moi, je suis la 3e à passer, je vous parle du cœur, mais toutes mes collègues, elles vous ont dit la même chose pour d'autres pathologies. En cas de surpoids, il faut associer des régimes simples. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup de pain, vous diminuez le pain. Si vous mangez beaucoup de sucre, vous diminuez le sucre. Déjà, ça va diminuer le poids et ça va être coordonné à votre reprise d'activité physique. Alors, est-ce qu'on peut autoriser chez tout le monde ? Finalement, je ne sais pas ce que vous avez comme maladie. Est-ce que vous avez le droit de faire de l'activité physique ? Bon, vous montez 3 ou 4 étages, et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, que vous êtes vraiment essoufflé, vous en parlez à votre médecin traitant, qui va peut-être vous conseiller de faire un bilan cardiovasculaire avant d'autoriser une reprise d'activité physique plus longue ou plus forte. Donc, c'est des bilans qu'on peut faire très facilement en cabinet. C'est un électrocardiogramme, une échographie cardiaque, un bilan de sang aussi, parce qu'on peut être essoufflé pour d'autres raisons qu'un problème d'artère. Et chez certains patients qui sont particulièrement sportifs, on peut avoir à prescrire un test d'effort. Ça peut avoir un intérêt chez des gens qui font du tennis ou qui font du vélo ou qui font des randonnées. Ça peut être rassurant si on a un test d'effort avec un bon niveau d'effort qui est atteint. En général, il n'y a pas d'artère très malade. Donc en général, chez nous tous, quand on ne fait pas assez d'activité, on est essoufflé quand on fait une activité plus poussée que d'habitude parce qu'on est désadapté à l'effort. J'en ai déjà parlé, mes collègues aussi. L'organisme n'est pas habitué à faire un effort et donc il faut reprendre cette activité pour réentraîner les muscles. Donc toujours une reprise progressive dans tous les cas.
C'est toujours l'activité sportive, hein, quel que soit votre profil, c'est toujours avec 5 minutes d'échauffement. Je parle d'une activité de marche, par exemple, ou de vélo. Si vous faites du vélo d'appartement, 5 minutes d'échauffement en roue libre, et ensuite 20 minutes à une activité, à une intensité modérée qui ne vous gêne pas. C'est vrai que le fait de pouvoir parler, c'est bien pour caler votre niveau d'entraînement. Et ensuite, toujours 5 minutes de récupération à la fin de votre séance de vélo d'appartement, par exemple, ou de marche. Et ne filez pas tout de suite à la douche, parce que l'activité physique régulière, votre séance de 30 minutes de marche, va entraîner une baisse de tension artérielle. C'est physiologique, c'est une des façons également de traiter l'hypertension artérielle. L'activité physique régulière fait baisser la tension artérielle, hein. Donc on peut avoir des fois un petit malaise vagal à l'arrêt d'une séance un peu plus soutenue. Donc c'est ce que j'ai mis, activité sportive, toujours échauffement et hydratation. On boit toujours bien quand on fait de l'activité physique, hein, d'autant plus qu'il fait chaud et qu'on est en plein été. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises des jeunes de entre 23 et 30 ans qui avaient présenté des infarctus qui n'avaient aucun facteur de risque, mais parce qu'ils avaient décidé de faire une séance d'activité sportive intense en plein soleil, en plein mois de juillet, hein. Et ça, là, c'est une façon d'avoir un infarctus qui est un peu particulière par rapport à la plaque d'athérome. Là, c'est la création d'un caillot, ce qui n'est pas le cas pour les autres pathologies athéromateuses. Voilà, donc toujours bonne hydratation, hein. Alors, donc, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, on ne fait pas de sport intense quand on a une hypertension non équilibrée. Alors, je vous rappelle, quand j'ai parlé des facteurs de risque, quand j'ai parlé du tabac, du diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, je parle pas du tabac, mais l'hypertension, l'hypercholestérolémie et l'hyperglycémie, le diabète, aucun de ces 3 facteurs de risque qui sont hyper graves ne donne de douleur. Donc nous avons régulièrement des gens qui arrivent en centre de rééducation après la pathologie grave, qui vous disent « je n'ai jamais souffert de rien », mais qui probablement ont traîné pendant 15 ans une hypertension à 160, de systolique à 16. Et si vous n'allez pas chez le docteur, vous n'avez pas d'hypertension. Si vous ne faites pas de prise de sang, vous n'êtes pas diabétique. Ça ne fait pas mal tout ça. Il n'y a aucun facteur de risque de ce type qui ne fait mal. L'hypercholestérolémie ne fait pas mal non plus. Voilà. Donc, il y a aussi des gens qui, quand ils fument, pensent se protéger en faisant du sport. Donc, le sport à haut risque quand on fume, c'est extrêmement délétère. C'est la meilleure façon de créer un infarctus, hein. L'infarctus, l'accident coronaire aigu, c'est une plaque d'athérome qui se décolle, hein. C'est pas l'artère qui va se boucher progressivement. C'est une plaque d'athérome qui se décolle, hein. Le primum movin, c'est la rupture de plaque. Et sur la rupture de plaque, vous avez un caillot qui va arriver. Donc, si vous faites un sport intense, la rupture de plaque peut être favorisée chez le patient tabagique qui n'a pas de phénomène de rétrocontrôle sur la stabilité des plaques. Donc c'est très très délétère de faire une activité sportive intense quand on fume. Pareil en cas d'hypertension déséquilibrée ou de diabète déséquilibré, hein. Le diabète déséquilibré donne un état de procoagulation, c'est-à-dire que ça va favoriser l'hypercoagulation avec un risque majoré de caillots. Ouais, donc, l'objectif pour éviter un accident cardiovasculaire, en prévention cardiovasculaire, hein, c'est l'arrêt du tabac. Ça, la balle est dans votre camp parce que on ne peut pas se mettre à la place du patient pour l'arrêter. On peut lui donner des médicaments pour traiter les autres facteurs de risque, mais le tabac, c'est vraiment le patient qui doit se prendre en charge. On peut l'aider en l'adressant à un tabacologue. Il ne faut pas négliger le numéro de tabac infoservice qui est extrêmement intéressant parce que vous pouvez avoir affaire au même tabacologue, hein, reprendre rendez-vous avec le même tabacologue. C'est totalement gratuit et ça marche très très bien. Donc il faut faire vérifier sa tension artérielle. La tension artérielle, vous pouvez la faire prendre chez le docteur quand il vous voit, mais il faut savoir que ça se prend les références pour traiter la tension artérielle, c'est la mesure tensionnelle à domicile, hein. Il faut avoir 13,8 à la maison. C'est pas une seule mesure, ça doit être pris dans des bonnes conditions, personne autour de vous, pas de radio, pas de télé, il faut attendre quelques secondes avant de prendre la tension artérielle, il faut faire 3 mesures. Il faut savoir quel est votre niveau de cholestérol, vérifier votre niveau de glycémie, et si vous avez des antécédents cardiovasculaires dans la famille, il faut que votre médecin traitant soit au courant, parce que c'est très important. Si votre papa ou votre maman a fait un infarctus à 50 ans, vous n'êtes pas pareil que quelqu'un qui n'a pas cet antécédent familial, hein. Et donc, il faut, pour éviter un accident cardiovasculaire, il faut faire un exercice physique quotidien, comme je vous l'ai présenté précédemment. Je crois que c'est la dernière. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bonsoir. Bon, ben, on vous a dit déjà beaucoup de choses, donc je vais peut-être pas tout répéter à chaque fois. Moi, je suis chargé de vous parler de l'intérêt de l'activité physique chez les seniors. J'ai choisi 3 sujets dans ce cas, c'est-à-dire les maladies chroniques, mais je vais pas reprendre toutes les maladies chroniques. J'ai fait un exemple spécifique sur le diabète parce que c'est assez emblématique, les résultats de l'activité physique dans le diabète, et sur les chutes et l'ostéoporose, qui sont des pathologies qu'on retrouve très souvent chez les personnes âgées. Donc voilà, donc le prédiabète. Donc le prédiabète, c'est quoi? C'est une glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, hein, qui doit être entre 1,10 et 1,25 après 8 heures de jeûne, à 2 reprises. On considère que les gens ont à ce moment-là un prédiabète. Et il a été prouvé, les chiffres que je vous donne sont des références de l'OMS, des recommandations de l'OMS, des références de l'HAS et aussi des chiffres qui sont apparus et qui ont été colligés dans des expertises de l'INSERM. Donc, sa fréquence est estimée à 8 à 10% de la population, donc c'est assez fréquent le prédiabète. Comme le disaient mes collègues, on n'en souffre pas, on n'est pas obligé de savoir qu'on a un prédiabète. Donc pour ça, il faut effectivement de temps en temps faire doser sa glycémie. Et en fait, il est plus fréquent chez les hommes, il augmente avec l'âge et il augmente le risque d'accident cardiovasculaire. Et donc on a prouvé que qu'en faisant de l'activité physique qui a été déjà décrite, je la redécrirai pas, on réduit de manière très significative le passage au diabète de type 2. Indépendamment des conseils alimentaires et des variations du poids. Il y a une étude Preview américaine en 2019 qui a montré que l'APR diminuait notablement ce passage au diabète de type 2. En ce qui concerne le diabète, c'est clair aussi. Il n'y a pas de doute sur le fait que faire une activité physique régulière déjà décrite, donc que je ne redécrirai pas, chez le patient diabétique de type 2, c'est-à-dire le patient qui n'est pas sous insuline en général, qui ne prend pas d'insuline, le risque de mortalité toute cause est diminué de 30 à 40%, et celui de cause cardiovasculaire aussi de manière très notable, de 25 à moins 40%. Je rappelle que les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de décès chez ces patients. C'est un niveau de preuve A, c'est-à-dire dans les recherches et dans les études, c'est le niveau de preuve le plus élevé. Elle fait partie aussi à part entière du traitement, donc l'activité physique est devenue une partie à part entière du traitement au même titre que les médicaments. Et donc ça c'est aussi prouvé avec un niveau de preuve élevé. Donc là je voulais vous parler des chutes et de l'ostéoporose et de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la diminution des cellules musculaires qui se fait progressivement en fonction de l'âge. C'est pour ça que dans les conseils d'activité physique, on conseille de faire des exercices musculaires. Donc les chutes, c'est quelque chose de très fréquent. Chez les personnes de plus de 65 ans, on estime qu'une personne âgée sur 3, et chez les personnes de plus de 80 ans, une personne âgée sur 2, chute chaque année. C'est la principale cause de traumatisme physique et psychique après l'âge de 70 ans. Elles sont multifactorielles. Je vais pas vous citer tous les facteurs, mais vous pouvez les lire. Et en fait, qu'est-ce que fait l'activité physique? Qu'est-ce que fait l'activité physique dans ce cas? On est bien d'accord qu'elle va pas tout régler, puisque c'est plurifactoriel et pluridisciplinaire, et donc ça doit nécessiter une prise en charge plurifactorielle et pluridisciplinaire, mais l'activité physique on sait qu'elle va notamment agir sur la sédentarité, sur la sarcopénie et sur l'ostéoporose. Et les résultats montrent que les programmes d'activité physique en groupe, notamment, montrent qu'avec des exercices pratiqués en groupe, diminue le taux de chute de 29% et le risque de chuter de 15%. Voilà, donc activité physique, donc réduction des chutes 29%, équilibre amélioré et renforcement de la force musculaire et donc de l'équilibre aussi. Vas-y, tu peux passer. En ce qui concerne la santé osseuse, donc l'ostéoporose, on sait que l'activité physique donne environ 4% de gain de densité osseuse.
elle augmente de 40%, ça c'est des modèles animaux, hein, mais elle augmente de 40% la résistance osseuse. Et enfin, même si vous arrêtez l'activité physique, il y a une durabilité sur les bénéfices perdurent, même si vous arrêtez l'activité physique à 100%. Sur la santé mentale et cognitive, l'activité physique réduit le stress, améliore le sommeil, améliore la mémoire et la concentration et entraîne un bien-être mental avec une augmentation du bien-être global de 30%. Donc les activités physiques, tout le monde vous l'a dit, mais en fait, il faut qu'elles comportent une activité physique modérée de cardio dirons-nous, de marche ou de vélo, avec du renforcement musculaire et des exercices d'équilibre. Vas-y. Donc une efficacité prouvée, une pratique adaptée et un suivi médical pour l'intégrer dans sa vie quotidienne. Vas-y. Donc progressivité, plaisir, parce qu'il faut que ça soit une activité physique que vous aimiez faire, que vous avez envie de faire. Il ne faut pas vous imposer une activité physique que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas nager, il ne faut vraiment pas aller à la piscine. Par contre, vous pouvez aller marcher. C'est un plaisir, donc c'est important que ça vous fasse plaisir. La socialisation, parce que ça permet ça diminue l'isolement et notamment ça favorise les activités en groupe. Et enfin, l'adaptation, effectivement, chez les personnes âgées, il est très important que le médecin qui prescrit ou le professionnel de santé qui va prescrire cette activité physique la prescrive en fonction de votre condition physique. Elle doit être adaptée. Donc ça passe forcément par une consultation médicale avant de commencer ou même dans le suivi d'une activité physique. Voilà les différentes activités physiques qui sont recommandées chez les seniors. Donc la marche, la randonnée, c'est facile, c'est accessible, c'est excellent pour le cœur. La natation, sauf si vous aimez pas nager, c'est doux pour les articulations. Hein, vous n'êtes pas en portance, donc vos articulations des membres inférieurs sont soulagées. Le vélo aussi, c'est très bien parce que ça renforce les quadriceps, les gros muscles des cuisses, qui sont les muscles très importants pour l'équilibre. Ça renforce aussi le cœur. Et enfin, bon, les autres activités qui vont renforcer la souplesse et l'équilibre, comme le yoga ou le tai chi. Voilà. Alors, l'activité physique, un investissement pour bien vieillir. Ça améliore la qualité de vie. Ça entraîne la prévention, vous l'avez vu, de tout un tas de pathologies. Ça favorise l'autonomie. Et enfin, ça diminue les coûts de la santé. Donc, c'est à la fois un avantage individuel et collectif, ça vous coûtera moins cher au niveau des impôts. Et donc, voilà, je crois que j'ai terminé. La dernière diapo, non? C'est terminé? Bon, ben merci, messieurs, dames. Il y a encore un truc. Une dernière personne va vous présenter comment on peut faire de l'activité physique et quelles sont les ressources que vous pouvez voir pour vous engager dans l'activité physique. Vas-y. Merci, bonsoir à tous. Bon, ben, écoutez, je vais vous parler un petit peu maintenant sur le plan pratique, comment il faut faire. Vous avez été très très sage, c'est très bien. Donc on va essayer d'être assez rapide maintenant pour terminer. Donc en fait, l'activité physique, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que ça vient d'être dit de façon très répétitive, n'est-ce pas? Donc pour qui? Des patients qui ont une affection longue durée, maladie chronique, des facteurs de risque, des personnes en situation de perte d'autonomie, et puis tout le monde, tout un chacun, parce qu'effectivement, ça fait du bien de bouger, c'est bien. Alors ça peut être prescrit par le médecin. Les kinés peuvent éventuellement reconduire la prescription qui a été faite par le médecin. Prescrit, ça veut dire éventuellement... Diapo suivante. Émilie ? Voilà. Donc ça peut dire éventuellement une prise en charge, mais il faut savoir que la Sécu ne rembourse pas tout ce qui est prévention. Donc il y a certains programmes pour lesquels on peut avoir éventuellement une prise en charge par la Sécu. Par contre, par exemple, j'ai vu qu'ils viennent de mettre un programme expérimental pendant 2 ans pour rembourser les gens qui ont fait un cancer.
Bon, il faut aller voir, évidemment, il faut une prescription. Il faut une prescription qui soit faite sur un formulaire particulier, pour les médecins, pour un truc qui s'appelle Prescriform. Donc avec ça, effectivement, il y a possibilité d'une prise en charge. Donc les praticiens qui dispensent cette activité physique adaptée, ce sont les kinés. Et puis également les enseignants en APA. Ainsi, alors je vous ai mis tout un tas de noms bizarres. Là, en fait, c'est des gens qui font faire de la gymnastique, brevet d'état de la jeunesse, éducation populaire du sport, des diplômés fédéraux. Enfin bref, ce sont des gens qui sont diplômés et qui savent faire ça. Voilà. Et puis effectivement, alors on va en parler dans la diapo suivante. En fonction des gens, enfin en fonction de votre état, ce ne seront pas les mêmes praticiens qui vous prendront en charge. Alors là, on parle évidemment d'une rééducation ou d'une prise en charge dans le cadre d'une collectivité. Ça ne vous empêche pas d'aller chercher tous les jours votre pain, monter les escaliers, etc. Ça, c'est la suite du programme, si l'on peut dire, hein. Donc, je vous ai mis, effectivement, en fonction de vos pathologies ou de vos limitations, eh bien, ce seront soit des kinés, soit des ergos, soit des enseignants APA, des éducateurs sportifs, qui vous prendront en charge. Donc, il est bien évident que quelqu'un qui n'a pas de limitation, il n'y a pas de souci. Par contre, plus les pathologies, plus les limitations sont sévères, plus il faudra quelqu'un peut-être qui soit capable de surveiller, de prendre en charge sur un plan médical. Donc le plus important, effectivement, c'est que quand ce sont les kinés, vous voyez, c'est la dernière colonne qui prendra ça en charge. Parce que effectivement, quelqu'un qui a une HTA, une hypertension artérielle trop élevée, quelqu'un qui présente des risques cardiologiques, il faut quand même faire un suivi, peut-être éventuellement vous brancher pour vérifier ce qui se passe, pendant l'exercice. Donc il faut prendre des précautions. Voilà. Quand vous allez être accepté, si l'on peut dire, vous allez voir quelqu'un, ils doivent faire des bilans qui vous permettront justement de déterminer ce niveau de limitation. Et éventuellement, ils vous proposeront une activité qui sera adaptée à ce que vous pouvez faire, donc du tennis ou simplement de la marche en fonction de votre état. Dans la pratique, c'est quelque chose qui se fait souvent dans le cadre de maisons sport santé. C'est des maisons où il y a un certain nombre d'APA, des gens qui sont capables de faire de l'activité physique adaptée, de gens qui sont formés pour vous diriger, et parfois il y a des kinés éventuellement aussi. Donc dans le Val-de-Marne, il y en a 16 maisons de santé. Il y en a 2 sur Saint-Maur, c'est la VGA et APA de Géant, qui se trouve rue Solferino, dans Saint-Maur. Donc ces gens-là sont capables de vous prendre. Après, sur le Val-de-Marne, je vous dis, il y en a 16. Il y en a sur Créteil, sur Vincennes, sur toutes les communes environnantes. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez éventuellement les contacter. S'il y en a que ça intéresse, je peux vous laisser vos coordonnées et puis on pourra vous envoyer la liste de ces maisons de santé, hein. Voilà. Donc certains, alors après ça, faudrait vous renseigner auprès de ces maisons de santé parce que certaines ont conventionné avec des organismes qui permettent de prendre en charge dans un cadre particulier. Par exemple, il y a ce qui s'appelle la conférence des financeurs qui finance certaines prises en charge. Je vous ai parlé de la Sécu, il y a parfois le département, enfin il y a tout un tas de prises en charge, mais c'est quand même assez complexe, donc il vaut mieux vous adresser directement à eux parce que eux ils savent à peu près avec qui ils ont conventionné et ce qu'ils peuvent vous proposer comme prise en charge. Voilà. Il n'y en a pas ici, il y en avait une. Ça, voilà, c'est bon. Donc voilà, je pensais qu'il y en avait une dernière que j'avais mis, mais c'est parfait. Donc merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Merci. Voilà, donc les différentes présentations sont passées. Donc là maintenant, on va vous proposer des questions. Juste avant, on voudrait éventuellement que vous nous donniez votre avis sur cette soirée. Est-ce que tu peux remettre... Ah, il est parti. Bon, donc si on arrive à remettre il y a un QR code, vous le scannez, vous irez sur un questionnaire de satisfaction si vous voulez bien le remplir. Ça nous permet d'évaluer un peu ce que vous avez pensé de nos présentations.
Voilà, je redonne la parole si vous avez des questions. On est prêt à y répondre. Attends, avant de passer à la discussion, d'abord je voulais remercier les intervenants et les intervenantes, et je pense que vous êtes maintenant convaincus de l'intérêt de l'activité physique dans la prévention. Madame la dernière intervenante a parlé des maisons sport santé, et je voulais signaler la présence dans la salle de nos amis de la VGA, le président de la VGA, monsieur Jean-François Bedu, et le médecin de la VGA, le docteur Pierre Garçon. Donc la VGA, c'est une maison sport santé labellisée depuis maintenant 2020. Et donc vous pouvez vous adresser à eux, éventuellement, enfin d'autres aussi, mais à eux en particulier, puisqu'ils sont sur Saint-Maur. Si vous avez envie de faire du sport, ils vous proposeront toutes sortes d'activités. Tu veux dire juste un petit mot, Pierre, avant de passer à la discussion? Merci de nous passer la parole. C'était pas prévu, hein, c'est un petit peu au débeauté, j'ai pas de diapo, ça va prendre 3 minutes, parce que c'est entre nous, 3 minutes parce qu'il faut pas rester longtemps assis, vous avez compris, et il faut bouger. Alors effectivement, la maison sport santé de la VGA existe depuis à peu près 5 ans, et ça fait 10 ans que nous sommes lancés dans ce projet sport santé, parce que nous étions convaincus de l'intérêt de la chose. On est un peu les seuls dans le désert à prêcher au départ. Certains sont venus avec nous. Michel Medioni nous a rejoint pour quelques soirées de promotion de sport santé il y a quelques temps. En tout cas, ça se développe. Les maisons sport santé ont pour vocation d'accueillir, d'informer et d'orienter on va dire les patients ou les personnes éligibles aux différentes activités sport santé. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé ce soir, c'est sport sur ordonnance. Mais ça a été dit, puisqu'effectivement, il peut y avoir prescription dans certaines conditions. Donc, oui, ça a été dit, il y a eu prescription. Et donc, pour dire qu'on peut faire du sport pour la santé, et même plus que du sport, une activité physique, ça vous l'avez bien compris, et qu'on peut avoir une prescription sous certaines conditions qui, à ce moment-là, doit être réalisée par des éducateurs spécialisés. Tout ça a été dit, et ça peut se faire à la VGA à Saint-Maur, comme dans bien d'autres maisons sport santé en France. Il y en a 500. Voilà, c'est tout. Merci. Voilà. Merci Pierre pour cette présentation qui n'était pas prévue, mais qui va informer quand même tous les participants. Donc on peut maintenant passer à la discussion. Alors, qui veut poser une question? Je crois que madame avait... Voilà. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette soirée, pour vos présentations. C'était vraiment très intéressant. Et moi, j'avais une question. Moi, je suis là pour représenter Accueil Famille Cancer. Et en fait, j'aurais voulu savoir si on pouvait accéder à vos présentations. Si on pouvait vous demander vos présentations ou pas. J'ai pas entendu, vous êtes là pour Accueil Famille Cancer. Oui, d'accord, bien. Bon, bien aussi. Bon, écoutez, elles sont pas... Il n'y a pas de copie, on pourra vous les envoyer. Il faut que vous nous donniez vos coordonnées. Très bien, il n'y a pas merci de problème. Beaucoup. Comment ça, il n'y a pas de copyright? Non, il n'y a pas de copyright. Alors, pour revenir sur ce qui a été dit avant de donner la parole à madame, on est bien d'accord qu'on vous a parlé d'activité physique régulière. Ce n'est pas du sport, c'est de l'activité physique régulière. Ça n'a rien à voir. Alors, effectivement, ça peut être prescrit. Il y a maintenant des logiciels qui permettent à vos professionnels de santé de prescrire effectivement l'activité physique en fonction de votre état de santé préalable et qui peut contre-indiquer certaines activités physiques et pas d'autres. Il y a toujours des solutions. Ma question est la même que l'autre dame. Je suis là à titre personnel, d'accord, mais aussi en tant que représentant d'Apogée 94, nous accueillons 1500 personnes en situation de handicap sur le Val-de-Marne et on vient d'ouvrir une commission santé, donc vos différents polycopiers m'intéressent parce qu'on va sûrement faire appel à l'un de vous un jour. D'accord, mais on est prêt à présenter chez vous aussi, hein, madame. Moi, c'est la même chose. En fait, je suis déléguée du 94 pour l'Association française des diabétiques. Donc, si je pouvais avoir la présentation, ça pourrait m'aider pour mon association. Mais on est prêt aussi à travailler avec vous.
On va les mettre sur le site de la CPTS, donc. Nous avons un site où vous pourrez les récupérer. Comme on vous le dit, il n'y a pas de copyright. Mais si vous organisez des choses avec nos supports, ça serait bien de nous prévenir quand même, de nous tenir informés. Merci. Il y a une question là, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. À 98 ans, oui, on me pose régulièrement la question, la même, quelle est votre recette pour rester aussi dynamique à votre âge? Alors, je vais répondre en vous disant que dans les interventions de ces personnes, il y a un certain nombre de mes recettes, si je puis dire. Alors, pour moi, le facteur le plus important est celui d'éviter l'isolement social. Je confirme et je signe. Mais il y a d'autres facteurs. Alors, j'en ai énuméré, je vais être assez bref quand même. Avoir une bonne hygiène de vie et ne pas se laisser aller. Avoir un sommeil. Pour mon sommeil, je fais le tour du cadran. Tous les jours, après déjeuner, je fais une sieste de 46 minutes. Pour pallier éventuellement à une mémoire éventuellement défaillante, consigner par un message écrit tous les rendez-vous pris, toutes les déclarations à effectuer, tous les impôts à régler, etc., etc. Les repas sont de la même importance. Ils doivent être équilibrés. Ces repas ne doivent pas être une contrainte à faire. Aussi, 3 fois par semaine, je fais appel à une société locale qui m'assure des repas équilibrés. La sollicitude des enfants. Tous les matins, l'un de mes 2 fils m'apporte un croissant pour accompagner mon immuable thé vert qui m'est prévalu contre le cancer de la prostate. Permettez 2 secondes. Non, attendez, c'est vrai. Bravo. Vous voyez, c'est très bref maintenant. Oui. Avoir des habitudes qui inspirent le bonheur. Ce lieu hebdomadaire que je fréquente tous les mercredis, c'était mon cas à midi, depuis 5 ans, pour le déjeuner, c'est où je me rends solitaire, c'est le Gourmet, un restaurant pour ne pas le nommer. Avoir des contacts pas de publicité, s'il vous plaît. Avec mes enfants. Tous les jours, je les vois. La tenue vestimentaire d'un octogénaire est importante. Je me déplace beaucoup, je voyage, je vais à des réunions, des conseils d'administration, etc. C'est toujours avec des vêtements, oui, car si on a des vêtements tristounets, c'est triste et c'est pas gai. Non. Le plus important de tous ces paramètres, c'est d'avoir une vie familiale harmonieuse. Je viens d'évoquer une douzaine de paramètres, lesquels, à mon sens, contribuent à une vieillesse du 4e âge harmonieuse. En toute modestie, ces 12 paramètres, je les considère pour moi, car ils sont tous au vert. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Si, encore une, allons-y. Les gens s'en vont déjà. Merci. Oui, vous avez expliqué que la CPTS concernée, c'était Saint-Maur-Ouest. Qu'en est-il pour la partie Est, c'est-à-dire la Varenne? Alors, la partie la Varenne est rattachée avec la CPTS Bonneuil-Créteil. Mais bon, il n'y a pas de frontière. Hein. On peut aller de la Varenne à Saint-Maur encore, j'ai pas vu de frontière. Donc, les patients peuvent aller aussi de la Varenne à Saint-Maur et se diriger vers la CPTS UBM, qu'on appelle UBM, qui est Saint-Maur, Bonneuil-Créteil, ou vers la nôtre, qui est Saint-Maur-Ouest, Joinville. Il n'y a pas de frontière.
Et donc maintenant, puisque vous êtes assis depuis très longtemps, on va vous demander de vous lever 3 fois et de vous rasseoir. Et après, de prendre le scan. Et s'il vous plaît, répondez au questionnaire de satisfaction. Ça nous aide à nous améliorer. Merci beaucoup. Alors, 2 mots. Cette conférence, comme les autres, est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur le site de la ville en tapant Saint-Maur et conférence, et vous la retrouverez comme les autres qui ont été faites préalablement. Voilà, merci à tous et à toutes.